Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville à l'antenne, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Le 4 juillet marque l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'est un jour férié dans ce pays. Pour ma part, je n'ai jamais célébré cette fête, même si je me souviens avoir été invité une fois à la réception qui se tenait à la résidence de l'ambassadeur des USA à Kampala, en Ouganda, il y a 25 ans, je crois. J'ai toujours pensé que cette date ne marquait pas une véritable indépendance, puisque cet événement était le fait de colons anglais, excédés de payer trop de taxes à la couronne britannique. Une véritable indépendance aurait dû être le fait des véritables autochtones de cette terre, c'est-à-dire les peuples amérindiens qui y vivaient à l'arrivée des colons. Pour ces peuples, le 4 juillet est plutôt une triste date, qu'ils ne célèbrent sans doute pas, puisque l'accaparement de leurs terres ancestrales, leur déportation toujours plus loin à l'ouest, les massacres dont ils ont été l'objet, et enfin leur relégation dans des réserves, se sont réellement intensifiés après l'indépendance des États-Unis. De nos jours, les premiers occupants du continent américain vivant sur le territoire des États-Unis d'Amérique ne sont que 5 200 000, appartenant à 566 tribus différentes, soit 1,7% seulement de la population totale du pays. L'arrivée des Européens en Amérique du Nord à partir du XVIe siècle fut une véritable calamité. Elle provoqua de terribles conséquences pour les Amérindiens qui y vivaient. Leur nombre s'effondra à cause des maladies, des guerres à répétition, des mauvais traitements. Avec l'avancée de la frontière et la colonisation par les Blancs américains, ils perdirent la majorité de leur territoire, furent contraints d'intégrer des réserves. Parmi les guerres dites indiennes les plus connues, on peut citer les guerres séminoles en Floride entre 1817 et 1858 et la guerre des Black Hills 1876-1877 contre les Sioux. Les westerns hollywoodiens ne mentionnent pas qu'à partir de septembre 1855, par ordre direct de l'armée des États-Unis, tout membre de la tribu des Brûlés Dakotas, sans distinction d'âge ou de sexe, pouvait être exécuté sommairement après sa capture. Le dernier épisode des guerres dites indiennes fut le massacre de Wounded Knee, le 29 décembre 1890, au cours duquel 250 Amérindiens, des Sioux Maniconjous et leur chef Bigfoot furent tués par les soldats du 7e régiment de cavalerie. Tout au long du XIXe siècle, les Amérindiens furent progressivement parqués dans des réserves et leur principal gibier, les troupeaux de bisons, fut exterminé pour leur fourrure à l'incitation du gouvernement fédéral. La construction des États-Unis, telle que nous les connaissons aujourd'hui, s'est donc faite sur un double génocide, aux dépens des populations autochtones et également sur l'esclavagisme. Génocide des Amérindiens et esclavagisme, telles sont les fondations historiques du plus puissant pays du monde. Rappelons que George Washington, le premier président des États-Unis, et la plupart des pères fondateurs de ce pays étaient eux-mêmes des propriétaires d'esclaves importés d'Afrique. La situation démographique, sociale et économique des Amérindiens n'a pas cessé de se dégrader jusqu'aux années 70
du siècle dernier. Bien que les Amérindiens soient reconnus par l'Indian Citizenship Act de 1924 comme des citoyens à part entière, ils sont restés en marge du développement. Pour eux, le soi-disant rêve américain a plutôt été un interminable cauchemar. Chaque 4 juillet, j'ai donc une pensée particulière pour ces peuples autochtones dépossédés de leurs terres, de leur culture et de leur destin. Comme vous le savez, chers auditeurs, je porte un intérêt particulier à tous les peuples autochtones. Depuis près de 2 ans, je me suis beaucoup investi aux côtés d'un petit peuple d'Amazonie brésilienne, les Enawenê-Nawe, dans l'état de Mato Grosso Nord. Ces derniers jours, j'ai reçu de là-bas des nouvelles alarmantes. L'association Corsica Amazonia, que nous avons créée à Bastia, a tenu à apporter son soutien à ce peuple autochtone face aux violences injustifiées dont ils ont été l'objet. En effet, 2 entreprises brésiliennes, Anmag et Bonfuturo, ont créé des unités de production d'électricité le long des cours d'eau situés en territoire Enawenê-Nawe. Ces petits barrages ont eu un effet très néfaste sur l'environnement et sur la survie de ce peuple. Le nombre de poissons dans les rivières s'est considérablement réduit, alors que le poisson est la base essentielle de l'alimentation de ce peuple de pêcheurs et de cueilleurs. J'ajouterai que les Enawenê-Nawe ne profitent même pas de l'électricité produite, puisque leur village n'est pas connecté au réseau électrique. Voici quelques jours, il y a eu de très sérieux incidents autour de l'une de ces unités de production d'électricité. Les Enawenê-Nawe avaient entrepris de manifester pacifiquement pour protester contre le faible niveau des revenus de ces entreprises, que ces entreprises reversent à ce peuple autochtone en contrepartie de leurs activités hautement rémunératrices et des nuisances causées à l'environnement. Les gardes de sécurité n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur les manifestants désarmés et plusieurs d'entre eux ont été blessés. Voici la relation de ces tristes événements telle qu'elle nous a été transmise par Ihola Lare, ce jeune homme dont j'ai déjà parlé, qui est mon partenaire, si je puis dire, pour la réalisation de notre petit projet en faveur des enfants Enawenê-Nawe. Il était présent et il a tenu à témoigner. Alors je le cite. L'entreprise en question envisage d'élever 8 autres usines sur plusieurs années. 2 sont déjà totalement construites. En contrepartie, elles paient très peu. Nous nous sommes donc plaints. S'en sont suivies plusieurs réunions qui n'ont abouti à rien. C'est pour cette raison que nous nous sommes rendus nombreux devant les usines pour manifester pacifiquement. Mais la sécurité n'a pas apprécié. Ils nous ont tiré dessus avec des balles en caoutchouc. Il y a eu beaucoup de blessés, des jeunes comme des enfants. Une voiture a été brûlée et 6 autres ont vu leurs pneus crever. À l'intérieur de ces voitures se trouvaient bien évidemment des sacs avec des papiers d'identité, de l'argent et des téléphones portables. Tout ceci fut brûlé, ce qui importait peu aux membres de la sécurité. Nous ne voulions pas faire la guerre, ni brûler quoi que ce soit. Nous voulions juste une autre réunion pour trouver un accord à l'amiable. La sécurité a tiré sur 7 d'entre nous. Nous n'avions rien fait. Nous n'avions pas d'armes, pas de balles, pas de flèches, pas de pierres. Nous sommes descendus tels quels, sans rien. Pourtant, 11 usines seront construites sur les terres des Enawenê-Nawe. L'entreprise a envoyé sa sécurité pour nous tuer et nous tirer dessus, sans aucun respect pour notre peuple, pour les indigènes, alors que nous nous étions rendus là-bas et avions fait preuve de respect. Nous n'avons commis aucune faute, nous n'avons blessé personne, nous n'avons pas non plus causé de dommages à l'usine. Fin de citation. Et je remercie pour la traduction, adaptation de ce témoignage, Madame Natalia Gomes, qui est membre du bureau de Corsica Amazonia. Le récit de ces événements
ne nous rappelle-t-il pas des histoires plus anciennes qui ont marqué l'histoire du Brésil comme celle des États-Unis? Violence, dépossession, mépris, tout cela pour l'appât du gain et toujours davantage de profit, alors que ces populations amérindiennes ont vécu sur ces terres en harmonie avec la nature depuis des millénaires. En Amazonie, ces peuples autochtones constituent le dernier rempart face à la déforestation. Nous devons donc les soutenir puisqu'ils défendent aussi l'avenir de notre planète. La violence a aussi gagné la France ces derniers jours, touchant la plupart des grandes villes et leurs banlieues. Elle a même touché Cayenne, en Guyane, où un mort est à déplorer. On en a peu parlé dans les grands médias français. L'image de la France à travers le monde s'est fortement dégradée depuis une semaine. Les différentes chaînes de télévision du monde entier ont montré au monde un bien triste spectacle, avec ces scènes insupportables d'affrontements se transformant parfois en véritable guérilla urbaine, de pillage et de destruction délibérée d'édifices publics ou de véhicules assurant le transport des habitants. Rassurez-vous, chers auditeurs, aucune librairie n'a été pillée. Et ce ne sont pas du pain, des pâtes ou du riz qui ont été volés par les émeutiers. Non, les pillards ont porté leur choix sur les magasins de produits de luxe, sur les beaux sacs à main, ou sur ceux vendant des téléphones portables, de l'alcool ou du tabac. La Corse, elle, est restée à l'écart de cette folie qui a suscité beaucoup d'incompréhension dans notre île. Ce qui s'est passé à Nanterre n'a provoqué ici aucune manifestation, aucun saccage, aucun affrontement. Certes, l'an passé, la Corse avait, elle aussi, connu des manifestations après l'agression en détention d'Ivan Colonna et sa mort injuste après un long coma. Des actes de violence avaient aussi été commis et des affrontements avec les forces de l'ordre s'étaient déroulés à Ajaccio, Corté et Bastia. À l'époque, les grands médias hexagonaux s'étaient emparés de ces événements pour dénoncer une fois de plus la violence des Corses. Mais je tiens à signaler qu'aucun magasin insulaire n'avait été pillé, aucune école n'avait été incendiée et aucun bus n'avait été détruit. Si la violence doit toujours être condamnée, les différences entre celle qui se produit en Corse et celle qui a ravagé la France continentale ces derniers jours sont malgré tout à signaler. La violence qui sévit parfois en Corse et celle qui s'est une fois de plus répandue à travers l'Hexagone ne sont pas de même nature, tout simplement. Au Sénégal, les troubles et les violences qui secouaient ce pays depuis des mois semblent avoir pris fin, et ce, grâce à la sagesse du président Macky Sall, qui a annoncé lundi qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat à l'élection présidentielle devant avoir lieu l'an prochain. Depuis des mois, les spéculations allaient bon train quant à l'intention que l'on prêtait au président de tordre la constitution de son pays afin de pouvoir briguer ce fameux troisième mandat, comme l'ont fait avant lui tant de ses collègues chefs d'État africains. Cette nouvelle venue de Dakar est donc une bonne nouvelle pour l'Afrique tout entière, et même pour la France, puisque dans ce pays, des rumeurs ont commencé à circuler sur d'éventuelles velléités de modifier la Constitution afin de permettre à l'actuel président de se représenter en 2027. La destruction d'écoles, de crèches en France continentale me désole au plus haut point. Pourquoi tant de haine de la part d'une minorité de jeunes excités envers ces lieux d'études et d'apprentissage? De mon côté, je lutte au quotidien pour trouver quelques centaines d'euros afin de permettre aux enfants Enaonenawe d'acquérir les connaissances de base, la lecture, l'écriture, le calcul et l'apprentissage de la langue portugaise. Les photos et les vidéos de ces enfants amérindiens en train d'apprendre
assis dans des salles de classe rudimentaires et ouvertes à tout vent, renforce mon incompréhension à l'égard d'une certaine jeunesse dans les villes et les banlieues de France. Les élèves d'ici ont tout à leur disposition pour étudier dans les meilleures conditions, des conditions dont les élèves Enaoné ne peuvent même pas imaginer, même dans leurs rêves les plus fous. Et pourtant, eux, ces enfants Enaoné, ils débordent de soif d'apprendre, et c'est avec joie qu'ils se dirigent vers les abris précaires qui leur servent d'école. De cette soif d'apprendre, j'ai été le témoin privilégié dans tous les pays d'Afrique où j'ai vécu et travaillé. À ce sujet, je suis heureux de vous informer, chers auditeurs, que Aubin, ce jeune albinos congolais, vient de passer son diplôme d'État, l'équivalent du baccalauréat en République démocratique du Congo. Il attend maintenant ses résultats. Lui non plus ne s'est jamais plaint de la précarité ou de la qualité de l'enseignement qu'il a eu la chance de recevoir depuis que nous l'avons sorti de la rue, voici 10 années. En attendant d'avoir ses résultats, et pour ne pas perdre son temps durant les grandes vacances, Aubin aimerait bien pouvoir apprendre l'informatique. Mais un stage d'informatique a un coût, et je ne suis pas certain de pouvoir accéder à son désir. En attendant, je l'encourage à lire. Avant la crise du Covid-19, j'étais parvenu à envoyer à Bukavu un grand nombre de livres en français, et Jean-Paul Rossignol, ce jeune homme dont je vous ai souvent parlé, qui est de son côté lui aussi mon partenaire pour la réalisation du projet et pour le suivi d'Aubin là-bas à Bukavu, Jean-Paul Rossignol donc avait pu constituer une sorte de petite bibliothèque dont les livres sont à la disposition des jeunes du quartier populaire de Bukavu, en particulier le quartier où cette bibliothèque est située. Et tant lui que moi ne ménageons pas nos efforts pour encourager les jeunes, dont Aubin, à lire. Et c'est sur ces mots que je vais vous laisser, chers auditeurs, jusqu'à la semaine prochaine, en vous faisant écouter une chanson composée par Jean-Paul Rossignol avec son groupe Alliance pour encourager justement les jeunes à la lecture. À bientôt. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Lisons pour être toujours éveillés et éclairés. Lisons pour nous ouvrir au monde, pour mieux comprendre la vie. Lisons pour nous instruire, pour nous améliorer. Lisons pour faire évoluer notre société. La lecture est une arme contre l'ignorance. Le savoir nous est offert par la lecture. La lecture est une arme contre l'ignorance. Le savoir nous est offert par la lecture. Pour un meilleur avenir, en lisant tu apprends et tu tournes les dos à l'ignorance. Tu découvres le monde entier pour t'épanouir. Par la lecture et les savoirs t'amènent à la tolérance. Lisons pour étancher notre soif de connaissance. Lisons